Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bienvenue à tous. Voici le titre de cette édition du mercredi 10 novembre. Guerre des nerfs autour du remaniement. Jean-Louis Borloo, qui semblait hier soir avoir renoncé à ses espoirs pour Matignon, a voulu faire délivrer par son entourage aujourd'hui le message exactement inverse. Polémique dans l'enquête sur les attentats anti-français de Karachi en 2002. Les familles des victimes veulent porter plainte contre Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Les explications à suivre. La guerre des monnaies ne sera pas réglée au G20, déclare la ministre de l'économie Christine Lagarde. Les enjeux du sommet qui s'ouvre demain. Nous serons tout à l'heure avec l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. Et puis les autres invités de ce 19h, Malek Bouti pour le Parti socialiste. Nous recevrons également le magistrat Serge Portelli. Hier, ses amis le disaient abattu au sortir d'une réunion où il leur avait confié qu'il ne serait pas Premier ministre. Ce matin, les mêmes ont démenti de tels propos, assurant qu'il est toujours dans la course. Lui, c'est Jean-Louis Borloo. Il a pris soin de préciser qu'il n'a pas la moindre information sur les intentions du président, mais il y a visiblement une très grande fébrilité chez les centristes à l'approche du remaniement. Le récit de Marie Brémaud. Ira pas, alors que l'on annonçait Jean-Louis Borloo hors de la course pour prendre la tête du futur gouvernement. Démenti du principal intéressé ce matin, apparemment rien n'est encore joué. Nous sommes dans un état de droit respectueux, normal. Le président prendra les décisions qu'il croit prendre à la date qui lui appartient. Aucun d'entre nous n'a la moindre information, c'est le constat que nous avions. Le ministre de l'écologie, qui réunissait hier soir les troupes centristes, leur a visiblement fait passer un message. Pas d'agressivité, mais de l'élégance à quelques jours du remaniement ministériel. Les regards pour l'heure se tournent donc toujours vers l'arbitre Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas les uns ou les autres, des parlementaires de l'UMP ou quelques autres, qui vont décider, encore une fois, de la composition d'un gouvernement ou de la nomination du Premier ministre. C'est bien le président de la République et lui seul qui a ce pouvoir et cette responsabilité. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. Et donc, quel que soit son choix, il sera le bon. Les centristes s'en remettraient donc les yeux fermés au chef de l'État, mais, car il y a un mais, son gouvernement ne se fera pas sans eux. Je ne vois pas comment le président Nicolas Sarkozy peut conduire la politique de réforme qu'il a déjà engagée d'ici 2012 et se présenter aux Françaises et aux Français sans que le pôle centriste ne soit pas fort dans la majorité gouvernementale. En clair, si le président de la République écartait Jean-Louis Borloo de Matignon, en compensation, d'autres ministères importants devraient être confiés à des centristes. Sinon, ces derniers pourraient alors abandonner leur élégance, voire faire preuve d'irrévérence. Et sur ce remaniement qui devrait intervenir en tout début de semaine prochaine, le commentaire d'un ministre donné partant, Patrick Devedjian, invité tout à l'heure de l'émission Preuve par 3. Il parle de soulagement, cette fois à propos du probable maintien de François Fillon au poste de Premier ministre. On l'écoute. Soulagement dans l'opinion qui plébiscite à certains égards ce Premier ministre. Soulagement de ceux qui le trouvent très bien et quand on les interroge, les sondages, il est vrai, sur d'autres candidats sont moins louangeurs. Réaction aussi de Ségolène Royal qui, si François Fillon est bien confirmé dans ses fonctions, a du mal à voir le changement attendu. Elle est au micro d'Aurélien Romano. Si M. Fillon est maintenu, c'est que la politique ne change pas. Ça me paraît assez clair. Or, les Français viennent d'exiger un changement de politique. Et même si le pouvoir en place a réussi à imposer par la force et par un vote parlementaire une réforme dont les Français ne veulent pas, ils ont manifesté très clairement qu'ils voulaient un changement de politique. Sitôt validé par le Conseil constitutionnel, sitôt promulgué, la loi sur les retraites est parue ce matin au journal officiel. Satisfaction du conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubi. Il se dit content que la plus importante réforme des retraites faite en France entre en vigueur. Pour Martine Aubry, la première secrétaire du PS, au contraire, cette promulgation marque une fois de plus la brutalité du président de la République. Fin de citation. À Montpellier, aujourd'hui, l'élection du successeur de Georges Frêche, décédé fin octobre. Il s'agit d'un élu d'hiver gauche, Christian Bourquin, jusque-là président du Conseil général des Pyrénées-Orientales.
85% de oui. Les militants verts ont approuvé par référendum la fusion avec le mouvement Europe Écologie lancé par Daniel Cohn-Bendit. Le nouveau parti sera porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Lyon. Jérôme Rabier. Du champagne pour fêter la fin d'une ère. Avec le vote des militants, le dernier obstacle à la fusion avec Europe Écologie est tombé. Une satisfaction pour la secrétaire nationale. Je suis très soulagée, je suis très contente, je suis assez fière en fait parce que je trouve que c'est un signal très positif qui est donné par les militants verts et en même temps je vois la suite et donc on a du boulot quoi. La suite c'est ce week-end à Lyon pour les assises de l'écologie. Elle doit voir naître le nouveau mouvement et avec comme invité surprise Nicolas Hulot. Une caution morale pour impulser une dynamique. Il m'a dit que ça lui semblait naturel d'être là pour dire qu'on avait besoin d'un mouvement écologique à la hauteur et qu'il reconnaissait le travail qu'on avait fait depuis des années pour unifier les écologistes et que ce travail était réussi. Un travail d'unité encore loin d'être gagné, le frère de Daniel Cohn-Bendit, Gabriel, dénonce dans une tribune un futur parti verrouillé par l'appareil politique des Verts. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a refusé aujourd'hui de transmettre à la justice des comptes rendus d'audition parlementaire sur l'affaire de Karachi, cet attentat anti-français perpétré en 2002 et qui pourrait être lié à des financements politiques occultes. Il justifie sa position au nom de la séparation des pouvoirs. Alors, le Sénat a-t-il la même approche? Sandra Cerquera. Bernard Accoyer accusé d'entrave à la justice. Au nom du principe de séparation des pouvoirs, il refuse la demande du juge chargé de l'enquête sur l'attentat de Karachi, à savoir accéder aux travaux de la mission d'information parlementaire. Selon lui, le juge dispose de pouvoirs très étendus, sans comparaison avec ceux de la mission. Un avis partagé par certains parlementaires. Les parlementaires ne sont pas là pour faire le travail de la justice. Si la justice enquête, elle a tous les instruments pour enquêter. Elle fait son boulot. Mais elle n'a pas à demander au Parlement de faire un travail et de dire à la fin « remettez-moi le travail que vous avez fait ». Il n'existe aucun texte obligeant une mission parlementaire à accepter de donner des documents à la justice. C'est un peu au bon vouloir de chacun. Les auditions peuvent rester confidentielles sur demande. Bruno Retailleau s'est posé la question lors de la mise en place de la mission Xynthia. Il a choisi de tout rendre public. À partir du moment où nous, on n'avait pas décrété cette confidentialité, notamment de nos auditions, puisque tout le monde était libre, à la limite, les journalistes parfois y assistaient. Bien entendu, si demain nous avions une demande de la justice, dans ce cadre-là, nous y accéderions. Le motif de secret des travaux invoqué aujourd'hui pour Karachi n'avait pas empêché le juge qui enquêtait sur le Rwanda d'accéder aux travaux parlementaires. À l'époque, il avait été décidé que transmettre les auditions au juge ne les rendait pas publiques pour autant. À noter cette première au Sénat, une partie du personnel s'est mise en grève aujourd'hui à l'appel du syndicat des fonctionnaires du Sénat pour protester contre un projet de réorganisation interne. Et puis, ce moment de souvenir, ils furent parmi les premiers à se lever contre l'ennemi nazi. Le 11 novembre 1940, des milliers de lycéens et d'étudiants parisiens défilaient sur les Champs-Élysées, bravant les troupes d'occupation allemandes. 70 ans après, la France leur a rendu hommage aujourd'hui au Jardin du Luxembourg. La manifestation à l'époque avait été sévèrement réprimée. On reçoit tout de suite Malek Bouti, Parti socialiste, et également le magistrat Serge Portelli qui est sur notre plateau. Bonsoir Malek Bouti. Vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste. Je rappelle que vous aviez présidé il y a quelques années SOS Racisme. Vous avez participé à ce conseil qui a eu lieu hier. Vous êtes abstenu, je crois, sur ce projet dit pour l'égalité réelle, alors qui prévoit beaucoup de mesures pour développer le logement social, beaucoup de mesures d'allocation, la scolarité obligatoire des 3 ans, si possible l'accueil des 2 ans. Certains ont parlé du hôte du Père Noël. Vous êtes d'accord ? Non, c'est peut-être pas la meilleure expression parce que moi je pense que le grand problème, il y a un terme que vous avez souligné qui est important, c'est allocation. C'est-à-dire c'est le retour de la gauche des allocations. Alors parfois il en faut, quand il faut soutenir les gens dans les grandes difficultés, mais on ne peut pas avoir comme projet politique à gauche d'être simplement les réparateurs d'un système qui marginalise des millions de gens dans leur système. Et on voit que revient en fait quelque part les mêmes recettes que celles du gouvernement Jospin. C'est-à-dire, on est incapable de peser sur la situation, on est incapable de faire de vrais changements, donc on essaye d'aménager et de faire des allocations. Et le meilleur exemple, c'est dans ce texte, on parle d'allocation pour tous les jeunes.
C'est-à-dire le simple fait d'être jeune vous doit une allocation. Alors que je pense que l'objectif de la gauche, ce serait deux choses. Une bonne formation pour les jeunes, donc le terrain scolaire, et évidemment la question de l'emploi. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut un peu plus travailler et avoir une vraie vision. Et donc je pense qu'on commence à voir finalement le vrai problème de la gauche. Elle est plutôt assez forte et plutôt bien organisée dans l'opposition. Mais elle a des difficultés encore à proposer. Et je pense que de ce point de vue-là... Donc là, elle va tomber dans les travers que lui reproche parfois la droite, c'est-à-dire d'être toujours dans une logique d'assistance. Ça s'appelle tendre la joue à quelques mois des élections présidentielles. On sait que le gouvernement et le président de la République sont en très grande difficulté et on ne peut pas être leur bouée de secours simplement parce qu'on n'a pas assez travaillé. Je pense que... Parce que les manifestations sur les retraites ou le mouvement n'ont, semble-t-il, pas véritablement profité au Parti socialiste, n'ont pas renforcé sa crédibilité. Je pense, elle a quand même permis au Parti socialiste, je dirais, d'apparaître comme un outil de résistance face à l'offensive du gouvernement, mais le Parti socialiste n'a pas encore trouvé de la crédibilité sur ses propositions. Or, une élection, elle se gagne en positif. Et c'est bien le débat. Il y a une partie du Parti socialiste autour de Martine Aubry qui pense que, en fait, l'élection est gagnée d'avance, puisque les sondages le montrent, et il y a d'autres qui pensent qu'on a compris la leçon d'autres élections. Si on n'a pas un programme costaud, crédible auprès de l'opinion publique, on ne peut pas gagner une élection. Alors vous dites la faute à Martine Aubry ? Moi, je pense que j'ai une logique qui est peut-être simple, mais qui se vaut. Les premiers responsables doivent tout assumer, ce qui va bien et ce qui va mal. Elle est contente d'aller sur les plateaux télé quand ça va bien pour le PS. Elle ne peut pas se cacher quand il y a des difficultés derrière les jeunes. Mais on voit que les partisans, les proches de Dominique Strauss-Kahn, en tout cas ceux qui comptent au sein du Parti socialiste, ont voté en faveur de ce manifeste pour l'égalité réelle, expression qu'aurait même forgé Dominique Strauss-Kahn lui-même dans un livre. C'est très tiré par les cheveux, parce que si le texte qu'on a vu écrit par Benoît Hamon ressemble à Strauss-Kahn, c'est deux choses l'une. Soit Benoît Hamon a formidablement changé il y a quelques jours, soit Dominique Strauss-Kahn est tellement loin, on ne se souvient plus de lui. Je pense qu'il faudra lui demander son avis à lui-même. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. Et à la limite, le problème n'est pas Dominique Strauss-Kahn. Pour l'instant, le problème, c'est la crédibilité du Parti socialiste. C'est bien pour ça qu'un certain nombre de responsables aujourd'hui ont décidé de s'abstenir dans un premier temps, mais sûrement de faire à terme des contre-propositions. Est-ce que la division que vous affichez, mais vous, on sait que vous êtes plutôt partisan d'une candidature de François Hollande, n'est pas un des éléments de la faiblesse du Parti socialiste ? C'est toujours le même débat. Évidemment que la division peut être une faiblesse, mais en même temps, l'unité artificielle, c'est la vacuité politique et intellectuelle, et donc la défaite assurée. On n'est pas encore dans le timing des élections. Et je pense que si on doit débattre... Vous diriez qu'avec Martine Aubry, on est dans la vacuité de la réflexion ? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la vacuité de son point de vue à elle, mais elle a quand même une difficulté politique à proposer. Elle est quand même dans l'idée de dire que, grosso modo, le bon coup du Congrès de Reims, qui est un coup bureaucratique et politique, devrait lui permettre d'avoir un ascenseur au pouvoir. Mais conquérir le Parti socialiste, c'est une chose. Conquérir le pouvoir politique en France, c'est autrement plus difficile, en tout cas en matière de contenu. Et vous qui avez compté un moment dans l'univers de la gauche, vous n'avez pas trouvé votre place véritablement dans ce Parti socialiste-là. Est-ce que c'est pas ça aussi que vous lui reprochez finalement ? Non, parce que heureusement que je ne juge pas le Parti socialiste en fonction de ma place. J'ai soutenu la direction précédente du PS, j'ai soutenu Ségolène Royal. J'étais pas peut-être d'accord avec tout, mais au moins il y avait quelque chose de nouveau, il y avait une proposition, et c'est pas parce que je tire, je résiste, j'avance. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le Parti socialiste, il a quand même, on le voit, son problème de programme, il se reflète par une chose. Regardez l'emballement des jeunes à venir adhérer au Parti socialiste, l'emballement des banlieues à se retourner vers lui. Il y a un problème, c'est un parti qui n'a plus de dynamique politique et donc qui a besoin de se ressourcer un peu plus. Le remaniement annoncé, alors votre profil a semble-t-il longtemps intéressé Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il vous a contacté ? Non, je crois pas, je crois que c'est pas du tout dans l'actualité. Je pense que la question qui est posée, la seule vraie question qui est posée, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy a encore du pouvoir ? Parce que je pense que tous les Français ont compris que si François Fillon restait Premier ministre, finalement, c'est quelque part que il avait, à défaut d'avoir perdu encore des élections, puisqu'elles sont à venir, il aurait déjà perdu toute capacité de pouvoir sur sa propre majorité. Donc je pense que c'est un vrai test pour lui. L'opinion le jugera. S'il n'y a pas de changement de Premier ministre, c'est quelque part que c'est une défaite peut-être préannoncé pour la droite, ou en tout cas un affaiblissement considérable du président de la République. Est-ce que vous approuvez la position du Haut Conseil à l'intégration qui aujourd'hui a apporté son soutien à la crèche Babylou en région parisienne, à Chanteloup-les-Vignes, qui a licencié une éducatrice revenue de congé de maternité avec l'intention de porter le voile ?
Je crois que la présidente de la haute autorité a une confusion dans ses responsabilités. Quand on est la présidente de la haute autorité... Donc Jeannette Bougrabe qui préside la HALD, qui elle aussi, semble-t-il, soutient la position de la crèche. Hein. Oui, mais le problème, c'est pas la position de fond. Elle peut, en tant que citoyenne, moi-même, je combats le voile sous toutes ses formes, minimum ou maximum. Je suis un militant laïque et qui croit beaucoup à la laïcité. Mais elle est à la tête d'une institution qui doit rendre des avis de droit. Et en droit, cette crèche est une crèche privée. Elle n'est pas publique. Et elle n'est pas soumise au régime. Elle rend un service public. Elle rend un service public, mais elle n'est pas en tant que telle. Il y a des écoles privées qui rendent une sorte de service public. Elles sont même financées publiquement. Et pourtant, on peut y avoir le voile, on peut porter une croix ou porter une kippa. Il n'y a pas de problème. Et donc, je pense qu'il y a une confusion et ce retournement sur sa simple volonté, cette instrumentalisation de la halle, elle est dangereuse parce qu'elle décrédibilise le droit. Or, le droit reste la dernière défense des gens qui n'ont rien. Et je pense que parfois, c'est peut-être dur à avaler, mais parfois il faut savoir accepter la logique du droit parce qu'elle sera là, cette logique, pour vous soutenir. Et c'est une grande faute qu'elle a faite dans cette affaire, je pense. Ouais, donc il faudrait à la limite changer la loi si on veut modifier les choses. Mieux vaut changer la loi que l'interpréter de travers. Vous êtes d'accord avec ça, Serge Portelli? On va venir à un autre sujet, mais juste puisque vous êtes quand même juriste, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, sur cette affaire. Je pense que la personnalité de la présidente de la HALD n'est pas pour rien dans la décision qui vient d'être prise. C'est quelqu'un qui a été nommé récemment et chacun sait quels étaient ses appuis, ses sympathies. Je pense qu'elle essaye d'avoir une place dans cette institution et que voilà, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Voilà, je reviens avec vous, Serge Portelli, puis vous nous donnerez tout à l'heure votre sentiment sur l'affaire qui a secoué le monde de la justice aujourd'hui, donc la décision du président de l'Assemblée nationale de ne pas transmettre des informations que lui demande le juge d'instruction dans l'affaire des attentats de Karachi. Est-ce qu'il est normal d'invoquer dans cette occasion la séparation des pouvoirs par rapport à la mission parlementaire qui a fait un certain nombre d'auditions, dont celle d'Édouard Balladur? Écoutez, j'ai un peu de mal, et je pense le citoyen ordinaire aussi, à comprendre comment deux institutions comme la justice et le Parlement peuvent travailler chacun de leur côté, alors que, si j'ai bien compris, le but de l'un et de l'autre, c'est de rechercher la vérité en la matière. Alors se draper dans sa dignité, dans ses pouvoirs, dans ses prérogatives de député ou de sénateur, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça fait partie, l'affaire de Karachi, des très nombreuses affaires dans lesquelles l'État doit la vérité, pas simplement aux victimes, mais je veux dire à la France, oui. Tout simplement, peut-être même d'ailleurs à l'opinion internationale. Voilà, donc de voir cette attitude frileuse aujourd'hui, c'est totalement Sauf que quand il y a des commissions d'enquête parlementaire, on sait qu'elles n'empiètent pas sur le domaine qui peut être celui du judiciaire. Donc, je veux dire que ça marche un petit peu dans les deux sens. Mais je pense que dans une affaire aussi grave, les deux institutions doivent nécessairement collaborer. Enfin, je veux dire, le droit, effectivement, a son utilité, les procédures ont leurs utilités, mais là, je veux dire, c'est beaucoup trop important pour qu'on se réfugie derrière un voile quelconque. Alors sur une autre question, Matignon a envoyé une note confidentielle pour rappeler des règles en matière d'écoute de sécurité. Après, vous savez, la révélation des notes de téléphone, les fameuses fadettes qui auraient été consultées pour identifier les sources de journalistes dans l'affaire Woerth-Bettencourt. Cette mise au point du droit par le Premier ministre ou ses services est-elle finalement la reconnaissance qu'il y a eu un problème ? Écoutez, franchement, je me demande ce que le citoyen de base peut comprendre à tout ça. Déjà, quand on lui parle de l'affaire Bettencourt, il faut lui fournir un dictionnaire Bettencourt pour les nuls. Alors, quand en plus, il y a un problème entre la police, la justice, le politique sur la transmission des informations, alors là, ça devient totalement incompréhensible. Ce qu'on peut dire pour essayer de faire simple, c'est qu'effectivement, il y a eu une enquête par, disons, les services de police de renseignement français, la DCRI, puisque ça s'appelle comme ça, pour savoir d'où venait une fuite qui avait abouti à un article dans Le Monde. Voilà. Or, l'enquête, entre guillemets, qui a été menée par ce service, c'est une enquête qui finalement a été menée sur les sources des journalistes du Monde
Et on pourrait citer d'autres exemples, mais celui-là est vraiment le plus intéressant. Or, aujourd'hui, en France, il est normalement interdit de rechercher quelles sont les sources d'une information sont protégées d'un journaliste. Et ça a été renforcé d'ailleurs par une loi votée sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Très ancien, qui a entraîné de nombreuses condamnations de la France depuis longtemps, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand même garante notamment de cette liberté-là. Et puis, en janvier 2010, au bout de 2 ans de travail parlementaire, la France a enfin adopté un texte très insuffisant, mais quand même qui apportait un principe réel, en disant qu'il était interdit directement ou surtout indirectement, c'est ça le plus important, à la police ou à la justice, de rechercher quelles sont les sources des journalistes. Alors, manifestement, ce qui s'est passé depuis quelque temps, c'est que les services de police français, et notamment la DCRI, ont, on peut le dire, violé ce principe-là en essayant de s'appuyer sur une interprétation assez extraordinaire d'un article de cette fameuse loi de 1991 qui régit les écoutes téléphoniques. Voilà. Et ce qu'a dit aujourd'hui le Premier ministre, enfin ce qu'il a dit, ce que ces services ont dit et qu'on a laissé filtrer là encore, c'est que cette interprétation faite par les services de police est fausse. Voilà. Et c'est quand même très important de savoir que une des principales autorités qui est chargée en France de l'interception des écoutes téléphoniques administratives, en tout cas, c'est-à-dire le Premier ministre, condamne une position, une pratique qui est celle de la police et qui est apparemment aussi celle du ministre de l'Intérieur. Alors, il y a sûrement un jeu politique derrière, mais je pense qu'on peut peut-être se réjouir de ça, et j'espère que les conséquences vont en être tirées. Juste un mot, simplement, là-dessus, Malek Bouti ? Oui, moi je pense que toute démocratie doit protéger la presse, doit protéger les sources d'information. Je pense qu'on doit avoir une clarification sur les écoutes, surtout à une époque où on voit que le téléphone a pris et les communications électroniques une place importante. Il y a un enjeu démocratique et il doit y avoir clarification et transparence sur ce sujet. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Malek Bouti. Merci également à Serge Portelli. Nous allons maintenant nous pencher sur le G20. 3 questions à notre invité, Jean-Hervé Lorenzi. Voilà, c'est tout de suite. Voilà, les enjeux du G20, c'est tout de suite, tout d'abord, une remise en place du décor avec ce sujet de Tam Tranui. Vous devez combattre la pauvreté. Un message clair, adressé aux dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète, réunis cette semaine à Séoul. Mais le combat contre la pauvreté ne sera pas leur priorité. Les craintes de voir éclater une guerre des monnaies sont en effet plus vives que jamais et les risques de repli protectionniste de plus en plus réels. Au cœur de ce conflit monétaire, la Chine et les États-Unis. La tension est montée d'un cran ces derniers jours. La Réserve fédérale a annoncé l'injection de 600 milliards de dollars pour affaiblir le dollar et favoriser les exportations américaines. Une mesure que beaucoup de pays jugent égoïste, à commencer par la Chine qui investit la majorité de ses réserves dans le billet vert. Mais la politique monétaire chinoise attire elle aussi les foudres des pays du G20 qui ne cessent de demander la réévaluation du yuan. Pékin a fait quelques concessions en début d'année, mais ne semble pas décidé à en faire plus. Le sommet se tenant pour la première fois en Asie, l'Empire du Milieu est en position de force. Avec nous, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Certains, à propos de ce G20, parlent déjà, avant même qu'il ait commencé, de G20, V-A-I-N. Ont-ils raison ? Non, je trouve que... D'ailleurs, la présentation était, je trouve, un tout petit peu rapide. Le sujet est évidemment très compliqué. Il est petit 1 que la conjoncture économique mondiale est difficile, et notamment pour nos pays, les pays de l'OCDE, et notamment pour les États-Unis, mais l'Europe aussi. Petit 2, que dans ces cadres-là, dans ces conditions-là, les marchés de l'emploi sont évidemment non équilibrés et que des tensions se font jour. Alors je veux dire, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est la réalité d'une situation qui au fond est assez inquiétante pour beaucoup de pays et d'une certaine manière, on présente ça toujours de manière peut-être un peu simple, mais si
une partie du monde, la nôtre, ne se porte pas bien, les autres qui exportent beaucoup n'ont pas le souhait que ceci perdure. Dans ce cadre-là, chacun commence à affûter ses armes. On en est en réalité pas du tout à la guerre des monnaies. On en est dans un moment très particulier où chacun essaye de montrer ses forces, ses arguments, la manière dont il pourra jouer si tant est qu'il y ait cette guerre. Et j'espère qu'on a... Aujourd'hui de parler de guerre des monnaies ? Oui, je pense qu'on est plutôt dans une période, si vous me permettez l'expression, de drôle de guerre. C'est qu'on serait, si vous voulez, en novembre 1939, souvenir pour ceux qui sont plus jeunes, c'est toute cette période pendant laquelle la guerre n'était pas déclarée, et je ne suis pas sûr, dans le cadre précis, qu'on ne puisse pas éviter, en tout cas, la version la plus difficile. En tous les cas. L'enjeu des discussions, l'enjeu des discussions, c'est de mettre. C'est pour ça que le vin me paraît, alors lui aussi, vin est inutile et un mauvais jeu de mots. C'est le fait que les difficultés, c'est quand on ne pose pas les questions. Alors, la réunion, il y a quelques semaines, du G20, mais des ministres des Finances, a permis en réalité de mettre sur la table le sujet. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y ait des solutions. Je crois que c'est compliqué, on va y venir dans un instant. Mais au fond, c'est un problème qui est aujourd'hui explicité. Il y a d'un côté une Chine qui n'a absolument pas envie de toucher à son change, pour des tas de raisons qui sont bien au-delà de... Ça fait partie au fond de son statut de très grande puissance. Des États-Unis qui sont... avec une monnaie très basse qui fait qu'elle exporte encore plus facilement que le vin. Oui, mais imaginez que vous réévaluez de 3%... Ça ne changera pas grand-chose. Non seulement ça ne changera pas grand-chose, mais ça augmente de manière très significative le déficit des États-Unis, parce que comme il n'y a pas de substitution de produits américains aux produits chinois rapides, voilà. Deuxièmement, une Amérique qui est quand même perturbée, parce qu'elle se trouve dans une situation difficile à comprendre, et qui donc se lance dans cette politique disons, de quantitative easing, mais en gros, où la planche à billets... On lâche des dollars, un petit peu dans l'économie. Et au fond, beaucoup, et qui a derrière cette logique au fond, de se dire, c'est le dernier moyen qu'on a pour essayer de relancer l'économie. C'est une interrogation qui est légitime. Et puis nous, les Européens, et les Français, les Allemands, qui sommes, au fond, un peu crosse en l'air. C'est-à-dire, nous sommes des pacifistes dans cette affaire. Nous disons que nous ne pouvons pas jouer, nous ne sommes pas des joueurs. À une table, pourtant, où nous sommes les plus importants. Car on oublie toujours de rappeler que la première puissance commerciale du monde, c'est l'Europe. Mais nous ne pouvons pas avoir une politique du change qui soit aussi forte. Alors, vers quoi il faudrait s'orienter pour que ce rendez-vous soit positif ? On ne va pas le résoudre là en 30 secondes, mais l'orientation, la direction. L'orientation, c'est la mise sur la table des problèmes, c'est déjà très important. Moi, je considère que ce G20 est tout à fait essentiel parce qu'il est en fait un G20 transitoire, mais d'explicitation des problèmes. Et puis il y a la France après. La France a pendant un an... Alors la Corée a moins de poids politique que la France. Alors, il faut quand même... Ça aurait pu être un autre pays, ça aurait pu être la Grande-Bretagne, mais il faut quand même un pays qui a un gros poids politique pour pouvoir essayer de faire avancer les choses. Moi je considère que la France, et là-dessus, la feuille de route française est pas si mal que ça. Essayer de dire, petit 1... On va essayer de trouver des parités qui soient jouables, grille de parité, moi je suis pour. Et deuxième aspect, le monde ne peut pas vivre avec une volatilité du prix des matières premières, le prix de l'essence qui monte, qui baisse, ou le prix du sucre, le sucre qui brutalement s'est bien grimpé. Et là aussi, il faut essayer de calmer le jeu. Donc, une période transitoire, plus exactement un G20 transitoire, et puis il faut maintenant que la France joue habilement son jeu, avec modestie mais détermination. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, pour ce retour sur les enjeux du G20 qui commence demain à Séoul. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, les programmes de nos amis de LCP Assemblée nationale. Merci à tous.